Passer à une autre étape de la soirée, les essais et les biographies. C'est déjà une matière dans la littérature qui est différente du roman et de la poésie, parce qu'en général, on ne démarre pas sa carrière en se disant « je veux être écrivain d'essais ou écrivain de biographie ». En général, c'est toujours un parcours dans les études qui amène à faire un tel choix. C'est plus ou moins ce dont nous allons parler donc ce soir avec 5 écrivains qui ont chacun un parcours dans la vie ou dans les études différents et qui ont écrit des biographies ou des essais. Alors, je vous présente Monsieur Alvarez Perer, qui est donc linguiste et ethnologue et directeur de recherche au CNRS. Et qui a ouais. Ah oui, le micro. Et donc vous avez travaillé sur plusieurs sujets. Vous voulez les présenter? L'ethnologie linguistique, la langue hébraïque a été un sujet de recherche aussi central dans vos travaux, et les relations interdisciplinaires. Quel langage doit être développé pour les relations interdisciplinaires, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous auriez à rajouter sur votre parcours? Est-ce qui vous a amené à écrire des essais pour l'instant, avant qu'on en vienne au sujet qui vous regroupe tous les 5? Le langage est quelque chose de très trompeur, puisqu'on a l'impression, évidemment, qu'il est transparent dès que l'on prononce quelque chose. Et en réalité, l'expérience du langage nous met toujours dans des difficultés. Et c'est la raison pour laquelle j'ai joint à la linguistique l'ethnologie, et pour essayer de découvrir de par le monde comment cette articulation entre langage, société et culture se négociait au plus intime et au plus collectif. Merci beaucoup. Nous accueillons donc Emmanuel Schibert. Alors, c'est principalement un écrit historique, histoire pure, sur une partie de l'histoire. D'accord. Vous avez fait des études d'ailleurs d'histoire des religions, et il y a un mot que j'ai pas bien compris sur d'anthropologie religieuse. Le département, c'est le nom du département. Ah, c'est seulement le département, parce que ça, j'ai pas encore bien compris la notion, et je me demandais justement si vous pouvez nous présenter un peu votre parcours dans les études avant qu'on en arrive à la question et au sujet qui nous intéresse. Le livre Le Retour à Sion est basé sur une thèse de doctorat que j'ai soutenue il n'y a pas très longtemps, en 2016, à la Sorbonne, dans le département qui s'appelle Histoire de religion et anthropologie religieuse. Alors, bon, c'est le nom du département. C'est le nom du département dont je n'y peux rien, mais un des grands avantages que j'ai eu à la Sorbonne, c'est la possibilité de faire une étude multidisciplinaire. Le sujet que j'ai traité sont les mouvements d'immigration d'Aliyah de 1700 à 1880. Autrement dit, la situation du Yishuv juif en Eretz Israël avant le début du sionisme. Depuis le début du sionisme, ont été écrits des centaines ou des milliers de textes. Par contre, c'est une époque qui est beaucoup moins connue et dans laquelle j'analyse principalement 2 événements majeurs. Un événement qui a eu lieu en 1700, qui est la Aliyah de Rabbi Judah Chassid de Sidlovitch, qui est un mouvement d'Aliyah qui comportait entre 1000 et 1500 personnes. Un mouvement qui est très important, qui a causé beaucoup de déboires, mais qui est important, qui a fait beaucoup de changements. Et ensuite à ça, les mouvements d'Aliyah des Chassidim et surtout des élèves du Gaon de Vilna. Cette étude m'a obligé à écrire une biographie du Gaon de Vilna plus scientifique. Il s'avère qu'il n'y avait aucune biographie scientifique, et d'analyser également les relations géopolitiques, c'est-à-dire le contexte de la terre d'Israël, ça veut dire l'Empire ottoman, des aliotes surtout d'Europe de l'Est, de juifs ashkénazes qui parlent allemand, yiddish, et qui arrivent dans un pays musulman qui est régi selon la charia, et avec donc différentes lois et un statut de dhimmi, principe donc qui est le statut des juifs et des chrétiens. Mais les chrétiens ont un statut privilégié parce qu'ils ont des accords qui datent
depuis l'époque des croisades, et les juifs n'ont pas ces statuts. Donc c'est une analyse qui est très large et qui comporte le côté biographique du Gaon de Vilna. Je suis né à Paris, j'ai fait mon allié à 17 ans, donc la majorité de ma vie je suis en Israël, ingénieur de formation, plusieurs années également d'études juives dans Yeshivot, l'équivalent d'un CAPES dans les études bibliques. Et je voulais faire une recherche plus approfondie, surtout dans le domaine de l'Aliyah, dans lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années à l'Agence juive et au ministère de l'Intégration. En fin de compte, j'ai été mis en relation avec le professeur Fanton, qui a aimé mon parcours, et qui m'a dit on peut faire un sujet de thèse très intéressante en traitant justement donc, toute cette époque qui n'a pas été assez traitée, d'ailleurs ni en français ni dans d'autres langues. Donc c'est lui qui m'a amené surtout à l'étude de la situation de Israël diaspora avant le début du sionisme, donc au XVIIIe et XIXe siècle. Donc je ne suis pas historien de formation, ça m'a obligé à rentrer dans différents domaines que je connaissais moins, mais je me suis beaucoup investi. Et donc en fin de compte, j'ai eu la chance que à la fin de la deuxième année, le professeur Fondon m'a dit c'est pas une thèse, ce sera un livre. Et il a dirigé le travail pour que ce soit un livre qui, en fin de compte, a été édité aux auditions Honoré Champion avec l'aide de la Fondation pour la Mémorial de la Shoah. Voilà, donc c'est le parcours à peu près qui m'a amené à faire ce livre. Merci beaucoup. Last but not least, donc maintenant nous allons présenter Stéphanie Binder. D'abord sur le nom, j'ai une première petite question pour la présentation. J'ai pas trouvé le sens du « et ». J'ai pas trouvé à quel mot correspond le « et ». Stéphanie et Binder. Partout j'ai vu des Stéphanie et Binder, j'ai jamais vu le prénom marquant. Elodie. Stéphanie Elodie Binder. Toi tu as un parcours plutôt dans l'histoire des rapports entre la naissance de la chrétienté et l'évolution du judaïsme. Ça a été un peu le centre des recherches. Et tu as eu le prix Mare Nostrum en 2022 dans la catégorie philosophie et spiritualité. N'est-ce pas? Mais ça a été pour un livre qui est déjà moins universitaire. Alors, on parlera du mélange des deux. Pour l'instant, quel a été en fait ton parcours plus ou moins universitaire? Tu as commencé en France, toutes tes études en Israël. Moi, j'ai quitté la France après le bac. J'avais décidé en sortant, j'en reparlerai peut-être, en sortant de l'école juive en 5e et en me retrouvant confrontée à un clash des civilisations au lycée laïque, j'avais décidé à 13 ans que je partais. Et ma mère m'a répondu « T'as 13 ans, tu pars nulle part ». Et à partir de là, on s'est organisé en famille pour quitter la France, pour venir en Israël. Et j'ai dû passer mon bac, donc j'ai dû, j'en parle dans mon livre, j'ai dû passer 6 ans au lycée laïque avec tout ce que ça impliquait pour une juive pratiquante. Et en passant le bac, ma maman me dit « Oui, mais bon, c'est l'intifada, ce serait peut-être bien de rester un peu. » Donc j'ai envoyé une lettre, j'étais inscrite en prépa à Henri IV, je leur ai envoyé une lettre en leur disant « Voilà, j'aimerais tenter une année à l'étranger, est-ce que vous pourriez me garder ma place ?» en leur mettant une enveloppe timbrée pour avoir une réponse. Ils ne m'ont jamais répondu et je ne suis jamais revenue. Et j'ai commencé mes études directement à l'université Bar-Ilan. J'ai fait un premier cycle en lettres classiques, en arrivant avec déjà le latin et le grec que j'avais appris au lycée, ce qui fait qu'au département de lettres classiques où tout le monde démarrait à zéro, j'avais un peu rien à faire. Et à la fin de mon premier cycle, on m'a proposé de faire un parcours direct pour le doctorat. J'ai dit, allons-y. Et donc j'ai sauté le deuxième cycle pour entrer directement en doctorat, que j'ai écrit sur le thème du livre dont on parlera. Et ensuite, j'ai fait un post-doctorat à l'école des études juives de l'université de Tel Aviv. Là aussi, encore un départ raté. J'étais censée aller à Berkeley et j'avais un petit garçon de 2 ans, un autre qui venait de naître et je me suis dit je vais pas aller toute seule au bout du monde, c'est vraiment pas la peine. Et à ce moment-là, j'ai un professeur de Tel Aviv qui me dit mais de toute façon tu n'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde étant donné que je suis le spécialiste. À ce moment-là, c'était plutôt les relations entre les Grecs, les Romains, entre la période du Second Temple et le temps d'Auguste pour les Romains.
C'est moi le spécialiste des rapports entre ces Grecs, ces Romains et les Juifs, et donc reste avec moi. Ce qui fait que j'ai fait toutes mes études en Israël. Merci beaucoup. L'histoire avec un grand H ou l'histoire avec un petit h? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la théorie de l'entonnoir en histoire? En fait, l'histoire, il y a une théorie de l'entonnoir qui fonctionne dans les deux sens. Un entonnoir qui a deux sens. On commence à étudier l'histoire large, et puis petit à petit, on réduit en général à un seul sujet ou plusieurs sujets, mais on réduit par des cultures, puis par des familles, des peuples, des cultures, des peuples, lequel on fera passer en premier, ça faut voir, des familles, et puis quelque chose qui va venir me concerner des fois personnellement par rapport à ma position dans ce monde-ci. Mais en vérité, en même temps, il se passe un autre phénomène d'entonnoir, qui est ce moi, qui prend en fait toute la place à certains endroits de mon être, et qui petit à petit va, en grandissant, apprendre à se réduire. Il se réduit un peu quand il réfléchit à la famille, il se réduit un peu quand il réfléchit à la notion de peuple, de communauté, de culture, et quand il réfléchit après à l'histoire du monde, alors là il se réduit encore plus, et c'est peut-être ça qui va emmener souvent le chercheur à ce qu'à un moment, dans ses études de l'histoire, il va se concentrer sur un point plus particulier. Parce que justement là, il y a les deux points de l'entonnoir de son moi et de sa vision de l'histoire qui vont se rencontrer. Et ça, c'est cette subjectivité dans l'essai ou dans la biographie. Alors maintenant, nous allons commencer par poser une question à Stéphanie Binder, parce que si j'ai bien compris, Tertullien et moi, qui a donc été publié aux éditions du Cerf, c'est plus ou moins le sujet du livre, en fait. C'est justement un sujet sur la théorie de l'entonnoir, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tu l'avais appelé comme ça, quand tu as travaillé dessus. Et donc, je voulais que tu nous développes un petit peu maintenant, tu nous as parlé de ton parcours. Qu'est-ce qui a, hormis cette rencontre qui, elle, a été fortuite, de rencontrer quelqu'un qui travaillait sur ce grec et ces romains et les relations avec les juifs, mais qu'est-ce qui a fait que tu es resté dedans, en fait, et que tu as passé 15 ans de ta vie avec Tertullien? Tertullien, c'était mon sujet de doctorat. Après, je suis retournée en arrière dans le temps. Les Grecs, les Romains, les Juifs, c'est maintenant. Enfin, jusqu'à maintenant. Tertullien, le point de départ, c'était effectivement de s'interroger sur la part d'objectivité du chercheur quand il aborde ces thèmes de recherche. Sachant que personne ne se réveille le matin avec une idée saugrenue d'étudier, par exemple, la texture des rideaux, à moins que ça ait une résonance ou que ça revête une importance primordiale pour cette personne. Généralement, on ne fait pas ça. La recherche prend du temps, demande un investissement considérable, ce qui fait que pour rester motivé sur la longue durée, il faut vraiment travailler sur des sujets dont on cherche les réponses sur des questions qu'on essaye de résoudre. Donc à partir de là, ce que j'ai fait, c'est de revenir sur mes expériences vécues, sur mon éducation, sur ma formation. Puis je crois qu'on est tous plus ou moins conscients de qui on est, de ce qui a été formateur pour nous. Donc j'ai voulu remettre à plat tout ce qui a été mon enfance, mon adolescence, la façon dont je suis arrivée à mon sujet, si vous voulez, de déballer mes bagages et d'observer les paramètres qui font de moi qui je suis en tant que personne, et ensuite d'évaluer dans quelle mesure tout ce que j'ai vécu, toute cette expérience, influence non seulement le choix des thèmes sur lesquels je travaille, mais aussi les questions, la façon dont je formule mes questions, et surtout les réponses que j'y apporte. Okay, donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire, est-ce que j'ai développé une sensibilité particulière ? Mon travail, c'est de lire des textes. Donc, est-ce que je lis dans le texte quelque chose qui m'est familier, quelque chose qui me parle, quelque chose que je reconnais, parce que ça fait écho à des expériences et à mon vécu, et que personne d'autre ne le verrait parce qu'ils n'ont pas vécu la même chose que moi, ou bien est-ce qu'au contraire, mon expérience m'a plaqué des lunettes filtrantes sur les yeux, et que, à travers elles, j'imagine voir des choses que j'ai vraiment très envie de retrouver, mais qui en réalité ne se trouvent pas du tout dans le texte.
Et cela m'a mené à revenir sur toutes les questions que j'ai abordées dans le cadre des relations entre les Juifs et les chrétiens du temps de Tertullien, de reprendre chacune de ces questions et d'analyser le pourquoi du comment, en laissant le soin au lecteur de peser la part d'objectivité et la part de subjectivité, pour finalement déterminer si les interprétations que j'ai proposées, j'avais raison de le faire, ou bien si j'ai tout inventé. Et donc, cette démarche est faite dans un souci d'honnêteté, premièrement, envers moi-même et envers ceux qui me lisent, et aussi pour me débarrasser un peu du fardeau, me délester du poids de cette hésitation, savoir est-ce que j'ai tout inventé, est-ce que je dis n'importe quoi, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans ce que je vois, parce que moi je le vois vraiment. Donc d'essayer de résoudre cette question, qui est une question dont il est difficile de s'émanciper, et ensuite de raconter aussi toute l'histoire qui accompagne cette recherche, qu'il y a des choses pas forcément faciles, et c'est vrai que de le mettre par écrit permet de s'en détacher. Donc maintenant, je voudrais poser une question à Emmanuel Schibert, donc dans la même veine à propos de ma recherche et moi. On va garder ce nom-là, comme ça en tête, pour continuer aussi les autres questions. Alors, quand on en arrive dans la compréhension d'une étude concentrée comme ça sur une période de l'histoire, mais qui est en même temps une période, on pourrait presque dire une période familiale, parce que c'est une famille, les Juifs ashkénazes, les Talmidim du Gaon et les élèves de Yehuda et Chassid, les élèves du Gaon de Vilna, c'est familial à un certain niveau, ces histoires-là. Et donc en fait, quel a été votre chemin de comprendre l'histoire avec ce H majuscule, mais qui en fait c'est un H majuscule qui est quand même déjà très concentré sur un point précis, que ce soit dans le temps ou que ce soit dans l'espace et dans la culture, et qui est en rapport en fait avec peut-être avec vos propres origines et vos propres recherches d'identité. Ok, question très intéressante. Heureusement que j'ai un psychiatre à côté de moi. Alors, en tout cas, remarque très intéressante. Alors, je vais vous dire, avouer quelque chose. À l'âge de 13 ans, à ma bar mitzvah, j'ai annoncé à toute la famille que je ferais mon aliyah après le bac. Pourquoi ? Parce que mon arrière-grand-père était d'une famille chassidique, maire de la ville de Vizhnitz, et qui, après la Première Guerre mondiale, il y avait beaucoup de vergers, etc. Enfin, aujourd'hui, c'est en Ukraine, il ne reste pas grand-chose. Mon grand-père paternel, donc son fils, après la Première Guerre mondiale, est arrivé à Vienne, dans lequel il a bien réussi dans les affaires. Il a eu 2 enfants, mon père et ma tante, et mes grands-parents paternels ont été déportés en 1942 de Vienne. Mon père, en 1938, a été sauvé par l'ambassadeur de France à Vienne, qui lui a donné une bourse pour étudier à la Sorbonne, après qu'il a été éjecté de l'université de Vienne après l'Anschluss. J'ai le papier, en juin 1938, il a été exempté. Donc mon père est arrivé à Paris, après des histoires dingues pendant la guerre, qu'on n'était pas tout à fait au courant. Et en fin de compte, tout le rapport, donc je me suis dit, à ma bar mitzvah, il faut prendre un peu la morale du peuple juif. Donc je pense que je finirai par arriver en Israël. C'est l'endroit dans lequel il faut arriver. Toute la relation entre la Shoah, Israël, les relations Israël-diaspora, en quelque chose qui a baigné mon enfance. Et donc, c'est vrai. À part ça, je reconnais également que je viens d'une famille, mes 2 parents viennent de familles d'origine chassidique. Ma mère est descendante du Gaon de Vilna, donc tout le côté dont je parle maintenant est un côté effectivement un peu familial, bien que j'ai eu la joie d'étudier avec des grands maîtres séfarades, et en France et en Israël. Donc, personnellement, j'ai une compréhension assez large du peuple juif et de l'histoire du peuple juif. Et donc, quand le professeur Fanton, que j'ai rencontré grâce au Rav Weingart, m'a proposé ce sujet de thèse, moi je voulais faire une thèse de doctorat parce que je voulais faire de la recherche concernant effectivement l'État d'Israël. J'avais une autre idée de doctorat, plus peut-être liée aux sciences politiques, mais il m'a convaincu de rentrer plus dans le domaine historique et de comprendre. Maintenant, moi je suis ingénieur de formation, donc moi ce qui m'intéresse également c'est la méthodologie.
et également ce qu'on appelle système analysis, donc tout ce qui est analyse de système, analyse de processus. Donc j'ai appliqué des règles scientifiques dans ma cadre afin justement de ne pas rentrer dans les méandres que ma collègue a très bien décrit. Le sujet que je traite, donc les mouvements d'Aliyah avant le sionisme, est un sujet dans lequel il y a une polémique virulente dans les universités israéliennes. Il y a deux camps qui depuis 40 ans se campent sur les origines de tous les motifs de ces mouvements d'Aliyah. Et afin de ne pas rentrer dans les polémiques, j'ai utilisé donc vraiment des systèmes très clairs au niveau des textes que j'ai analysés. Tout texte qui n'est pas assez sûr, je l'ai mis de côté. Et donc je pense, et c'est vrai, c'était également ce qu'un de mes lecteurs à la Sorbonne, le professeur Krigel, a écrit, que c'est une thèse qui est honnête. J'essaie d'être plus objectif et de ne pas faire rentrer le subjectif en utilisant également des outils scientifiques. Même dans l'histoire, il y a des outils scientifiques, et en essayant justement de ne pas être lié trop intimement à ces sujets, mais d'avoir un regard un peu plus... C'était pas facile, mais je pense que le travail, effectivement, est un travail que je pense qu'il est honnête et qui donne une nouvelle vision de toute cette relation spéciale qui amène des juifs, élèves du Gaon de Vilna, qui sont au top du leadership juif en Lituanie, qui ont des postes de rabbins, de dayanim, à tout quitter et à faire leur aliyah. Il n'y a pas l'équivalent dans l'histoire du peuple juif dans lequel des personnes qui sont en poste quittent tout. Il y a des cas individuels, Maïmonide Kessé, mais qu'un mouvement de dizaines de rabbinim quitte pour arriver en Israël, et qui sont la base aujourd'hui quand même de ce qui va devenir plus tard avec l'État d'Israël beaucoup plus tard. Donc toute cette analyse m'a passionné, et là je reconnais que je suis reconnaissant au professeur Fanton et à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce travail. Donc pour moi effectivement, donc, il y a un côté personnel. D'un autre côté, quand je suis rentré dans le sujet, j'essaie de rentrer dans la grande histoire avec un H majuscule, en essayant également toujours de décrire le contexte géopolitique. C'est-à-dire un des points fondamentaux que j'ai dit, il y a l'Aliyah, toujours comprendre les processus qui se font dans le monde entier, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en Europe de l'Est, qu'est-ce qui se passe dans l'Empire ottoman, qu'est-ce qui se passe quand Napoléon rentre, Napoléon ne rentre pas. C'est-à-dire je passe une étude qui traite de 1700 à 1870 à peu près, avant le début du sionisme. Donc c'est une période très très large, qu'au début la Sorbonne était un peu réticente. En fin de compte, on les a convaincus d'accepter une thèse aussi large, parce qu'en expliquant que justement l'analyse de 170 ans, qui d'un côté est problématique, parce que c'est une très grande époque, mais de l'autre côté, si on analyse le processus, on arrive à des conclusions qui sont, je pense, extrêmement passionnantes. Et comme le professeur Fanton l'écrit dans la préface qu'il a gentiment accepté d'écrire dans mon livre, que cela permet une compréhension de l'Israël actuel, qui aujourd'hui, et là je terminerai avec ça ce débat, étant donné que moi-même, donc, j'ai fait mon aliyah, j'étais dans l'armée, j'ai fait donc un cursus assez israélien, en me mariant également avec l'israélienne, voyant qu'est-ce qui se passe. Donc ce côté personnel de dire, ok, comment nous, le peuple juif, peut-on arriver à créer une relation Israël-diaspora qui n'est pas une relation de fuite, mais une relation saine, dans laquelle Israël n'est pas a fortiori, mais c'est un a priori, tout en ne faisant pas du tout la croix sur un exil honoré, comprendre ce qui s'est passé dans le peuple juif, et un retour, le livre s'appelle « Le retour à Sion », c'est un retour, mais ce n'est pas également une fuite. Donc, toute cette analyse est une analyse qui m'a été possible uniquement parce que la Sorbonne m'a permis, et j'en suis très reconnaissante, d'avoir une ouverture d'esprit, de pouvoir parler d'une période qui est très grande, ce qui est un peu différent des thèses de doctorat classiques dans le niveau d'histoire. Voilà, donc en quelques mots, c'est ce que j'ai à dire. Donc là, le grand H, le petit H, et comme vous avez très bien dit, les choses sont assez liées. Merci beaucoup. Donc, je vais continuer avec vous, Madame Baderi. Oui. Alors cette fois, on retourne maintenant dans le sens inverse. Très, très différent. Oui, parce que cette fois, c'est justement le côté de l'entonnoir en sens inverse, où c'est le moi qui prend toute la place, parce que c'est une recherche avant même qu'il y ait une idée. En permanence, c'était une recherche pour vous de comprendre, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ?
et quelle est ma place dans cette histoire. J'ai vécu une histoire, j'ai vécu quelque chose de l'histoire en H majuscule, mais je ne sais pas ce que c'est et je ne sais pas comment ma petite histoire avec un H minuscule s'inscrit là-dedans. Et ça a un peu dirigé un chemin de vie jusqu'à vous amener à travailler à Yad Vashem et à décider de dire oui pour ce roman d'Éric Mettezo. Alors qu'est-ce que c'est quel rapport vous sentez dans votre vécu, en fait, quelle place vous donnez à l'histoire dans votre recherche de comprendre votre histoire? Cette histoire, je racontais depuis de très nombreuses années à Yad Vashem, où je donnais des témoignages. Et c'est là que Frédéric Mettezo a entendu ce témoignage. Et il l'a fait passer sur les ondes françaises. C'est là que l'éditrice de Stock a proposé de faire un livre. Je dois dire que j'en ai été très effrayée. Je ne voyais pas très bien comment mon histoire pourrait devenir un livre. Mon histoire, pour moi, était quelque chose d'extrêmement personnel. Mon histoire, je la voyais lorsque je parlais, je donnais un témoignage, j'avais le public en face de moi, je voyais leur réaction dans leurs yeux. C'est ça qui m'était important, savoir si mon histoire les avait touchés, s'ils comprenaient la douleur, les souffrances que nous avons passées. Un livre, pour moi, était quelque chose d'extrêmement ouvert à tous, sans que je puisse avoir le moindre contrôle. Et j'étais très effrayée sur cette histoire de livre. Et j'ai décidé tout de même d'accepter, de voir. Et il semble que ce livre a réussi à transmettre peut-être un peu l'histoire telle que je voulais la raconter. J'y ai ajouté non seulement ce que j'ai passé. Tout à l'heure, quelqu'un m'a demandé est-ce que c'est votre histoire? Est-ce que c'est ce qui vous est arrivé? Je dois dire que je n'ai aucune imagination et je n'ai pu raconter que ce qui m'est arrivé. De toute façon, ce qui m'est arrivé était pour moi suffisamment difficile, même à raconter. Me retrouver dans ces instants de peur provoquait quelquefois chez moi des moments très difficiles. On finit par s'habituer, peut-être. Alors, on a fait ce livre. Je crois que ce livre a eu un succès. Certains, je ne sais pas, mais je sais que ce livre a touché beaucoup de gens. J'y ai ajouté non seulement mon histoire durant la Shoah, j'y ai ajouté également mon arrivée en Israël, ma vie en Israël, comment, moi venant d'un milieu très gauche, comment je me suis installée, comment je suis tombée amoureuse d'Israël, d'abord de Jérusalem.
Et c'est là où je suis restée. Alors que des guerres, après l'autre, après la grande, il y avait les petites guerres, les unes après les autres. Des guerres qui ont fini par coûter la vie de l'aîné de mes petits-fils. Mais c'est mon histoire, c'est ce que j'ai voulu raconter. Comment finalement, après avoir passé des années à se construire, on vit avec ce qu'on a construit, la façon dont on s'est construit. On serre les poings très souvent. On devient peut-être un peu dur, mais c'est la façon dont on, disons de façon très simple, on tient le coup. Je tiens le coup depuis 90 ans. Mais je dois dire que ce que j'ai passé, ces 2 années, 2 ans et demi que j'ai passé durant la guerre, cachée, m'ont appris beaucoup de choses. M'ont appris d'abord à prendre soin de moi-même et à être sûr que ce que je le fais d'abord pour moi. C'est ainsi que j'arrive à l'âge de 90 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous accueillons Michel Granec. Michel Granec, c'est un parcours différent. Psychiatre de formation et psychanalyste. Jusqu'à votre premier, qui est un premier roman, vous avez principalement travaillé dans la traduction d'écrits de psychanalyse et d'articles. C'est ce que j'ai trouvé en cherchant. Qu'est-ce que vous avez à me dire d'autre sur votre carrière pour l'instant par rapport à vos études? La carrière, c'est effectivement la psychiatrie et la psychanalyse. Et dans ce domaine, j'ai été amené effectivement, comme je suis très attaché à la psychanalyse française, j'ai été attaché à ce que des ouvrages de psychanalyse française soient traduits en hébreu. Et donc j'ai beaucoup œuvré à ça, j'ai aussi enseigné ça. Et l'écriture romanesque, c'est quelque chose de récent. Le premier roman que j'ai écrit, c'est peut-être à cheval dans la mesure où c'est un livre de psychanalyse fiction. Par contre, le deuxième pour lequel je suis là n'a absolument rien à voir. Et c'est, d'ailleurs, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Enfin, le titre du bouquin, c'est Une grande voyage, mais c'est à la fois... Tout à l'heure, Raphaël Jérusalem parlait de la petite histoire et de la grande histoire. Alors c'est peut-être ça, c'est la petite histoire de mon grand-père et de mes parents sur le fond de la grande histoire avec une hache, comme disait Georges Perec. Oui. Merci beaucoup pour cette introduction. Maintenant, nous accueillons Berthe Badéry. Berthe Badéry, alors là, c'est une histoire différente. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas l'écrivain, vous êtes le livre. Donc ici, on a accueilli le livre. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important, parce que dans la notion de biographie, quand on écrit une biographie de quelqu'un qui est vivant sur un passage de la vie, c'est quelque chose sur un épisode de la vie et comment il a influencé surtout le parcours ensuite de la vie. Donc ça, c'est un rapport avec l'histoire qui va être aussi différent, dont on parlera tout à l'heure. Mais d'abord, donc, qu'est-ce qui vous a décidé en fait à dire oui à Frédéric, c'est son prénom, mais Thézo qui ne peut pas être présent ce soir. Qu'est-ce qui vous a emmené à dire oui à sa proposition? C'est Frédéric. C'est Frédéric qui m'a décidé. Comme on l'a écrit pour moi, mon histoire écrite tenait sur un timbre-poste. Mais la productrice, l'éditrice
chez Stock tenait beaucoup à ce qu'on écrive cette histoire. Alors j'ai dit bon, alors on essaie. Ça a donné un tout petit peu plus qu'un timbre-poste. Voilà. Un tout petit peu plus. Le roman biographique. Mais en vérité, il y a une partie de l'histoire là-bas qui est trouble. Parce qu'il y a une partie de l'histoire où vous-même, vous ne savez pas vraiment seulement. Comme il y a des documents historiques qui disent que des choses comme ça sont passées, c'est probablement ce qu'a vécu mon grand-père. Et il y a une partie un peu comme ça. D'ailleurs, vous le mentionnez au démarrage, je crois bien, du livre, autant que je me souvienne, n'est-ce pas? Alors là-dedans, on revient dans ça. Donc, il y a une recherche dans la famille, mais en fait, je prends les documents historiques pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et ce qui est resté, même certains cas, certaines taches noires. On va essayer de les interpréter en vue de données historiques, n'est-ce pas? Alors, je voulais demander, est-ce que vous pensez que le roman biographique historique, en fait, quelque part, il est nécessairement un essai historique? Parce que je ne connais jamais toute l'histoire de la biographie de la personne, même quand il me la raconte. Donc à un moment, je l'interprète. Je l'interprète par quoi? Par des données historiques que moi, j'ai étudiées, j'ai analysées complètement différemment. Et en plus, quand ça vient toucher à des choses comme ça, et que c'est un psychiatre qui vient écrire sur sa famille, on peut presque parler, alors ça va vous sembler bateau peut-être, mais de thérapie par l'histoire avec un H majuscule. Ma démarche est totalement opposée. C'est-à-dire, ma démarche, c'est une démarche extrêmement personnelle. Ce qui s'est passé, c'est que mes parents, qui sont connus pendant la guerre, et ça je le relate dans la deuxième partie du livre, ils ont tous les deux fait partie de la résistance juive à Lyon. Et c'est comme ça que donc mon père a interviewé une jeune femme qui voulait rentrer dans le réseau. Il a dû vérifier qu'elle n'était pas une espionne de la Gestapo. Enfin bref, mes parents donc se sont connus pendant la guerre. Ils sont morts il y a 5 ans à 3 semaines l'un de l'autre. Et après le décès de ma mère, j'ai mis de l'ordre dans des papiers avec mon père, et je suis tombé sur une carte postale que mon grand-père, donc le père de mon père, avait écrit de Drancy la veille de sa déportation. Carte postale dont j'ignorais l'existence, où il écrit dans un français extrêmement approximatif, avec pas mal de fautes d'orthographe, qui part pour une grande voyage. Et en fait, de ce grand-père, je ne connaissais pas grand-chose. Et quand j'ai trouvé cette carte postale, j'ai été extrêmement troublé. Il y avait quelques documents historiques avec un petit H qui signalait qu'il était parti de Drancy en mars 1943. Il y avait un premier document disant qu'il était déporté vers Auschwitz, après qu'il était mort à Auschwitz. Mais après, il s'est avéré que son convoi, le convoi 51, avait été envoyé à Majdanek, non pas à Auschwitz. Et mon père a rencontré quelqu'un qui lui a dit qu'il avait connu donc mon grand-père, et que ce grand-père était donc mort pendant les marches de la mort en sortant d'Auschwitz. Alors, finalement, de ce grand-père, je ne connaissais pas grand-chose. Et dans la foulée, si je puis dire, de ce que j'ai écrit pour le décès de ma mère, puis ensuite pour le décès de mon père, et avec les points d'interrogation que j'avais au sujet du trajet de ce grand-père, je me suis lancé donc dans la recherche de plein de documents. J'ai trouvé des témoignages de déportés qui, certains, effectivement, avaient été envoyés à Majdanek d'abord, de Majdanek ensuite à Auschwitz, et qui avaient survécu à la marche de la mort. Et donc, j'ai, en quelque sorte, calqué cette histoire. Mais c'était pour moi, je ne cherchais pas à faire un essai historique, pas du tout. Je cherchais à essayer de faire revivre ce grand-père. Ce grand-père, en quelque sorte, c'est un mort sans sépulture, comme beaucoup qui sont morts à la Shoah. Entre parenthèses, quand je citais tout à l'heure Georges Perec avec le petit H et le grand H, lui, il dit une grande H quand il parle de la Shoah. Je pense qu'effectivement, c'est une fausse, c'est pas seulement le grand H. Donc ce grand-père était un mort sans sépulture, et je crois que ce travail d'écriture a été, en quelque sorte, lui donner une sépulture.
Alors effectivement, comme vous le dites, au contraire de ce que vous avez dit, madame, il y a de l'imagination que j'ai cherché à faire la plus plausible qui soit. Donc j'ai pas mal fouillé de documents, et aujourd'hui avec... Aujourd'hui, avec l'Internet, on a accès à une masse de documents absolument extraordinaires. Mais donc j'ai cherché à pas trop dire de bêtises, à pas faire des contresens, des faux sens ou des non-sens. Mais c'est sûr que c'était un travail pour moi personnel. Alors est-ce que c'est une thérapie? Je pense que le mot est un peu fort, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui pour moi a eu une valeur extrêmement importante, dans la mesure où je me suis rendu compte en quelque sorte que peut-être que ce grand-père que je n'avais pas connu, il était dans une espèce... Il y a un terme, il y a un concept même en psychanalyse qui s'appelle la crypte. Il arrive que quand on parle de transmission transgénérationnelle, c'est-à-dire de transmission qui se passe non pas par le récit, par la parole, mais par une espèce de processus inconscient, il arrive qu'un sujet puisse avoir une espèce de représentation inconsciente de quelque chose dont il n'a pas conscience. Et je pense que c'est ce qui se passait avec ce grand-père. J'ai cherché finalement à faire sortir ce grand-père de sa crypte. Alors donc, je ne prétends pas avoir fait un essai historique, c'est un travail extrêmement personnel, où effectivement il y a pas mal d'imagination que j'espère plausible qui est plausible dans la première partie du livre. Dans la deuxième partie du livre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus étoffé dans la mesure où la plupart vient des récits que mon père et ma mère ont pu me faire sur leur travail dans la résistance à Lyon. Enfin, ça commence un peu avant, mais c'est des choses qui sont donc... Là, c'est la petite histoire sur fond de grande histoire, et heureusement, il n'y a pas eu trop de H au féminin en ce qui les concerne eux. Oui. À mon avis, c'est pas de l'imagination. Vous cherchez à le recréer. C'est même pas... C'est plus que de l'imagination. Vous cherchez à retrouver ce grand-père. Absolument. Vous avez absolument raison. Je cherchais à le recréer, à le retrouver, à lui donner vie ou lui donner sépulture, bien que ça soit un peu un oxymore. Mais j'ai employé le terme imagination pour reprendre ce que vous avez dit vous-même, en disant que vous n'aviez pas d'imagination, mais j'ai poursuivi mes mémoires apparemment extraordinaires. Moi, j'ai dû travailler avec le contraire. Vous recherchez l'homme, à mon avis. Peut-être vous recherchez quelqu'un qui vous aurait pris dans ses bras, qui aurait été le grand-père. Et c'est ça. Je comprends. Je reviens à vous, Monsieur Alvarez-Pereire, vers quelque chose de plus abstrait. Pas revenir, on va aller vers quelque chose de plus abstrait, pardon. Et en fait, c'est ce que j'appelle le lien entre les deux phénomènes de l'entonnoir de l'histoire, le lien qui donne le mouvement dans les deux sens, eh ben, c'est le langage. N'importe quelle personne qui a écrit un livre, un poème, un texte quelconque, avec un message bien particulier à transmettre, même s'il s'agit d'une lettre à un ami ou d'un message administratif, il y a eu forcément, consciemment, inconsciemment, un rapport avec le langage. Et alors, à partir du moment où je pars dans la recherche, eh bien là, le rapport avec le langage il va se compliquer parce que je vais devoir réfléchir à mon langage. Si je commence à vouloir écrire un livre d'histoire avec des signes mathématiques, ça ne va pas être facile. Donc, il va bien falloir que je m'adapte à un langage ou que j'adapte à un langage particulier pour pouvoir faire ce lien entre cette histoire et mon histoire. Donc, le langage et moi, c'est une recherche centrale, en fait, quelque part dans le monde des essais, où la linguistique et l'ethnolinguistique vient justement essayer de créer un lien interdisciplinaire entre toutes les matières, parce que le langage peut être aussi un lieu commun où les matières vont pouvoir échanger de l'une à l'autre et partager leurs expériences et leur développement, bien que normalement elles s'étudient dans un langage chacune complètement différent, mais il y a toujours des liens entre elles à un certain niveau. Et donc vous
vous êtes spécialisé dans cette recherche du langage et quelque part dans votre livre sur les controverses sur le structuralisme, il y a là-bas qui me semble sortir cette notion du langage et moi dans vos recherches et dans l'histoire, parce que vous avez choisi un moment bien particulier dans l'histoire de la linguistique et vous l'avez regardé sous différentes facettes. Et donc ce livre est venu après avoir écrit déjà d'autres ouvrages sur les langues et sur le langage, en particulier sur l'hébreu. Alors, je vous pose donc cette question. Quelle est votre recherche, vous, dans cette histoire du langage, qui vous a amené à vous concentrer vers l'Europe, les langues hébraïques, mais ensuite le langage vraiment de l'ethnologie, pour que la culture, on va dire, à laquelle vous apparteniez, puisse s'exprimer et exprimer ses recherches scientifiques dans tous les domaines de façon la plus claire, la plus concise et la plus compréhensible, avec le plus d'échanges possible entre les différentes matières. Je répondrai donc en plusieurs étapes. Je commencerai par indiquer qu'à l'université et dans le monde de la recherche, de façon absolument constante, on n'enseigne pas aux étudiants à écrire, on ne les sensibilise pas au fait qu'ils vont écrire et que cela demande une discipline, un style. Si on leur enseigne quelque chose en ce qui concerne l'écriture et le langage, c'est qu'ils doivent être aussi objectifs que possible dans les outils qu'ils utilisent, dans les démarches qu'ils mobilisent et dans l'écriture qu'ils vont produire. Autrement dit, il y a une disparition a priori, une disparition de la dimension subjective et il y a a priori une disparition du rapport propre au langage. Ça, c'est un postulat. C'est un postulat de départ. Bien. Ça, c'est une donnée qui, du coup, oblige, si on le veut bien, à s'interroger sur la dimension du langage en général. Tout à l'heure, j'ai dit, le langage est trompeur, en ce que, soit du fait du sens commun qui s'attache au mot, soit parce qu'on considère qu'il y a une véritable transparence immédiate du langage, on se laisse piéger par ce langage. Ici, je voudrais convoquer deux images que propose George Arthur Goldschmidt, qui a traduit de nombreux ouvrages de l'allemand au français, qui n'est pas seulement traducteur, mais aussi psychanalyste. Il disait « Quand la lumière du soleil vient frapper la surface de la mer, la lumière se diffracte à partir du moment où elle pénètre dans l'eau. » Eh bien, je pense que la parole que nous adressons à quelqu'un se diffracte à l'intérieur de ce quelqu'un, l'interlocuteur, qui est fait de toute une série d'expériences, d'héritages, d'émotions et de savoirs, et que une seule et même phrase qui lui vient de l'extérieur va pénétrer dans son histoire et dans les couches de son histoire et faire sens de façon multiple. C'est la première image. La deuxième image qu'il propose est la suivante. Il dit « Une langue ne sait pas ce qu'elle ne dit pas. Pour pouvoir apprendre sur elle-même ce qu'elle ne dit pas, il doit passer par une autre langue pour l'apprendre. » Alors maintenant, le rapport entre petite histoire, grande histoire et la place du langage. Je pense que j'ai volontairement décidé relativement tôt, et j'ai eu la chance de pouvoir le pratiquer parce que relevant d'une institution qui avait bien voulu m'accepter quand j'étais relativement jeune, à savoir le CNRS, eh bien, j'ai décidé d'aller travailler sur plusieurs langues, sur plusieurs terrains, sur plusieurs objets. Donc je suis passé de la Roumanie à la France, aux communautés juives, et en essayant de faire du comparatisme également. Eh bien, là où j'ai été frappé, et où je suis revenu au langage, et à ce qui est derrière le langage, c'est que dans cet univers d'objectivité, il m'a semblé à un moment qu'il y avait une tromperie sur la marchandise, il y avait des tromperies sur la marchandise.
Exemple. Vous savez ou vous ne savez pas qu'on a fait une différence fondamentale entre la discipline de l'histoire et la discipline de l'anthropologie sur la base de l'argument suivant: l'histoire de l'humanité n'existe qu'à partir du moment où il y a de l'écriture. Il n'y a pas d'histoire possible pour les populations qui n'ont pas d'écriture. Donc, le paysage universitaire se répartissait entre l'histoire qui s'occupe des peuples avec écriture et l'anthropologie qui s'occupe des peuples qui n'ont pas d'écriture. À ceci près que vous aviez des anthropologues qui débarquaient sur le terrain et qui considéraient que tout ce que pouvaient raconter dans leur langue naturelle les populations qu'ils allaient étudier était absolument illégitime parce que c'était de l'oralité. Ça m'a frappé et j'ai considéré qu'il fallait être capable d'aller interroger et entendre la langue de ces gens-là, et évidemment en sachant que cette langue, elle est pétrie de toute la culture de ces gens-là. Donc il faut être et linguiste et anthropologue. Maintenant, si je viens à un autre type de texte, à savoir le 11e chapitre de Bereshit, c'est-à-dire l'histoire de la tour de Babel, la question qui est posée, c'est la suivante, c'est: quel est votre projet derrière le langage que vous utilisez? Autrement dit, vous mobilisez du langage. La question reste de savoir à quel titre vous mobilisez ce langage, quelle est votre intention dans la mobilisation du langage. C'est ce qui m'a conduit, si vous voulez, à... Ça, c'est une réponse quant à la relation entre subjectivité et objectivité. C'est tout simplement de me rendre compte que le chercheur que j'étais devait, autant que possible, faire disparaître sa subjectivité pour pouvoir utiliser les outils de l'objectivité pour contrer les images projetées au nom de l'objectivité sur des individus qui n'avaient pas droit à la parole. Autrement dit, l'équation est la suivante: vous allez parler de personnes que vous enregistrez, que vous observez, pour lesquelles il n'y a pas de retour sur le produit fini. Ça commence à se faire assez tard. Donc, vous empruntez les paroles des personnes, vous parlez à leur place, il n'y a pas de confrontation possible et vous allez produire une théorie sur ces personnes. C'est ce qui m'a conduit à l'ouvrage en question, puisque faisant mes études à la toute fin des années 60 et au tout début des années 70, j'apprends en lisant certains commentaires que le structuralisme, qui est l'un des mouvements de la pensée scientifique pour le 19e et le 20e siècle, que le structuralisme signe ni plus ni moins la mort de l'homme. Voilà. Quand je suis étudiant et que je lis ça, je me dis, je ne sais pas pourquoi ceci est expliqué, mais je pense qu'il y a une erreur. Et le livre essaye de comprendre où se trouve l'erreur. Et effectivement, l'erreur porte sur une évaluation du langage et de ce qu'il dit. Et en réalité, c'est sur tous les défis philosophiques que le langage se présente devant nous. Voilà. Pour le moment, je m'arrête là quant à la question. Et donc nous allons terminer ici. En plus, par rapport à nos auteurs, j'oserais dire la boucle est bouclée, mais parce que nous avons terminé en fait sur le structuralisme, et donc nous revenons comme ça sur le début du livre de Stéphanie Binder, qui parle un peu du structuralisme au début, dans l'introduction. Donc je vous laisserai continuer la discussion, parce que votre livre, c'est le début de son livre aussi, un petit peu à un endroit. Il y a une phrase seulement, autant que je me souviens, n'est-ce pas? Une phrase sur le structuralisme, mais je vous laisserai en discuter après, et je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci de votre patience, merci beaucoup aux auteurs d'avoir partagé leur expérience intime et individuelle dans le rapport à l'écriture. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir.